Bonjour, alors je tiens à vous informer que l'épisode d'aujourd'hui fait partie d'une série spéciale sur la santé mentale des jeunes de 15 à 30 ans qui a été enregistrée dans le cadre de ma participation comme psychologue à un documentaire en 8 épisodes sur la santé mentale des jeunes pour TV Laval. Donc, je vous invite à écouter les 8 épisodes qui seront publiés d'ici mes vacances d'été qui auront lieu en août, pendant lesquelles je vais prendre une pause de quelques semaines du podcast de la psy en ligne. Alors, je vous invite à écouter ces 8 épisodes de spécial santé mentale des jeunes. Bonne écoute! Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du stress post-traumatique chez les jeunes. On peut aussi entendre le PTSD, là, qui est en anglais le Post-Traumatic Stress Disorder. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va vivre souvent, toujours, suite à un événement très perturbateur, très traumatisant, comme par exemple une agression physique, une agression sexuelle, un gros accident, une perte, évidemment, les gens qui vivent la guerre, par exemple, des choses vraiment très graves qui viennent nous perturber, puis qui vont se développer vers un trouble du stress post-traumatique. Alors, c'est quoi les symptômes qu'on va voir là, chez un jeune qui souffre de stress post-traumatique? Souvent, il va y avoir des flashbacks quand on est éveillé, là, des flashbacks de l'événement qui s'est reproduit. Par exemple, c'est un grave accident, des flashbacks de l'accident. Et la nuit, dans nos cauchemars, ça revient aussi. Les mêmes scènes qui nous reviennent constamment, qui nous réveillent. Souvent, on se réveille en état de sueur, le cœur qui débat et tout ça. Donc, on va retrouver ça. Ça va amener aussi un évitement, soit des personnes, soit une situation similaire, des endroits qui rappellent l'événement traumatisant. Donc, il va y avoir de l'évitement. Une hypervigilance. Donc, le jeune va être vraiment aux aguets, très, très vigilant et aussi très réactif à toute stimulation, même si celle-ci est très banale, là, il va être très, très, très réactif, le moindre petit bruit. Donc, beaucoup d'hypervigilance. Il va y avoir une altération souvent aussi au niveau émotionnel, au niveau cognitif, donc plus de pensées négatives, une perte d'intérêt, perte de motivation pour les activités, les passions, les loisirs habituels. Donc, des symptômes qui ressemblent un peu à la dépression, je dirais, qui vont être là, des troubles du sommeil, souvent beaucoup d'insomnie, comme j'ai tout à l'heure, des cauchemars qui amènent beaucoup de réveils nocturnes, sentiment d'isolement aussi, le jeune peut s'isoler. Donc, ce qu'on retrouve un peu dans la dépression, ça peut apparaître aussi dans le stress post-traumatique. Ce qu'on retrouve aussi très souvent qui apparaît chez les gens qui ont vécu un événement très grave et traumatisant, c'est la dissociation. Je voulais faire peut-être une petite partie sur la dissociation parce que c'est plus ou moins connu, mais on en voit de plus en plus là, chez les jeunes et parfois même les jeunes ne se souviennent pas nécessairement d'avoir vécu un événement traumatisant parce qu'on sait que dans le stress post-traumatique, il peut y avoir une espèce d'amnésie partielle où on ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Donc ça fait partie, entre autres, de la dissociation. Mais qu'est-ce que c'est la dissociation? Il y en a différentes formes. Faut dire que c'est comme une perturbation là, au niveau de la personne, au niveau cognitif, ces processus de pensée. Il y a vraiment certaines distorsions, certains sentiments d'étrangeté qui apparaissent. Alors, on trouve, entre autres, la dépersonnalisation, où la personne, elle se sent vraiment comme détachée un peu de son corps ou un peu comme elle se regarde, comme si elle se regardait, comme si elle regardait un film un peu au-dessus d'elle-même. Donc, ça donne vraiment une drôle d'impression, c'est ça, comme si on est à l'extérieur de soi. On retrouve aussi dans la dissociation la déréalisation. Alors ça va être plus un sentiment que l'environnement est un peu comme étrange, irréel ou déformé. Ça donne vraiment un drôle de sentiment, comme si on n'est pas tout à fait dans le monde réel, je pourrais dire, un monde qui est flou, qui semble un peu lointain. Donc, tout à l'heure, je parlais d'amnésie, amnésie dissociative. Donc, encore là, c'est ça, c'est les pertes de mémoire là, par rapport aux événements traumatisants. Et donc, c'est sûr que ces pertes de mémoire-là, elles servent à la personne, en fait, pour arriver à mieux gérer, à se détacher un peu là, de cette douleur psychologique là, en lien avec l'événement qui a été vécu suite à l'événement.
Et on peut voir dans la dissociation des troubles de l'identité où là, la personne, elle va vraiment percevoir des changements au niveau de son mode de pensée, de sa façon de se comporter dans les relations avec les autres, au niveau de son identité, de sa mémoire, il y a vraiment des changements et ça peut aller, on le sait, jusqu'à une personnalité multiple, par exemple, où là, la personne ne se souvient pas du tout de certaines parties de sa vie parce qu'elle était dans l'autre type de personnalité. C'est quand même très rare, mais ça existe. Donc, ce serait quoi des bonnes stratégies pour traiter le stress post-traumatique chez les jeunes? Il y a différentes stratégies. Bien sûr, la psychothérapie, je pense que c'est nécessaire, c'est vraiment aidant pour aider les jeunes, entre autres la thérapie cognitive comportementale et la thérapie d'acceptation et d'engagement là, qui en fait partie, là, cette troisième vague. Donc ça, c'est vraiment aidant pour aider les jeunes à gérer toute l'anxiété qui est vécue. Puis on pourrait dire à mentaliser tout ce qui s'est passé au niveau de cet événement traumatique-là. La thérapie par exposition, par exemple, un jeune qui aurait vécu un grave accident d'auto, c'est de tranquillement se réapproprier la voiture, que ce soit au début juste de s'asseoir dedans, ensuite ou rouler avec quelqu'un, jusqu'à temps que le jeune puisse recommencer à conduire, par exemple, si c'est lui qui était au volant. Il y a le MDR qui est le Eye Movement Desensitivation et Reprocession, c'est en anglais. Donc, qui est vraiment une thérapie, ça fait plusieurs années que ça existe, qui est vraiment une thérapie qui fonctionne avec les mouvements oculaires et qui aide vraiment au niveau des stress post-traumatiques là, à se libérer de toute l'anxiété, tous les symptômes perturbants que ça peut nous faire vivre, autant pour les traumatismes, les phobies, etc. Fait que le MDR, c'est vraiment aussi une thérapie qui est favorisée pour traiter le stress post-traumatique. Bien sûr, tout ce qui est plus de la méditation pleine conscience, je dirais aussi se recentrer, se grounder au niveau de notre corps, de nos sensations corporelles et physiques, nos 5 sens, ça peut vraiment aider, entre autres, quand on se sent en dissociation, ça nous aide vraiment là, en se réappropriant nos sensations corporelles. Le soutien social, bien sûr, que ce soit de nos amis, de notre famille, des gens qui nous entourent, des gens en qui on a confiance. Alors, le soutien, ça va vraiment nous aider à nous sortir là, du stress post-traumatique. Puis, c'est sûr que si ce type de trouble-là empêche le jeune de fonctionner au quotidien, bien, une médication pourrait l'aider en venant vraiment diminuer les très forts symptômes, soit de dépression ou d'anxiété. Donc, on voit que ça prend quand même plusieurs ressources pour venir aider le jeune là, à se sortir là, d'événements aussi traumatisants. Maintenant, j'ai aussi parlé de la crise de panique. Bien sûr, elle peut apparaître chez les jeunes qui ont vécu un stress post-traumatique, mais pas nécessairement. On peut très bien vivre des crises de panique à l'intérieur d'un trouble anxieux ou d'un trouble d'agoraphobie sans avoir vécu là, de grands stress, de grands événements traumatisants. Donc, c'est quoi les symptômes de la crise de panique? On trouve bien sûr les palpitations cardiaques, hein, le cœur qui débat, transpiration excessive, sentiment d'être étourdi, parfois engourdi aux extrémités. Ça peut être des grandes douleurs au niveau thoracique. Beaucoup de monde croit qu'ils font une crise cardiaque alors qu'ils font une crise de panique. Nausées. Ça peut être même diarrhée, rarement des vomissements, mais ça peut aller jusque-là si c'est vraiment une grande anxiété qui est présente. Sensation de vertige, c'est sensation d'être étourdi, de perdre le contrôle. Bon, il peut y avoir soit des bouffées de chaleur et en même temps la sensation d'avoir froid, hein, avec des tremblements qui sont là. Puis parfois un sentiment un peu comme de la dissociation dont je parlais tout à l'heure, de peu être détaché. Ça peut amener ça quand on se sent en crise de panique. Quelles sont les causes des crises de panique? Bien sûr, il peut y avoir des facteurs soit plus génétiques ou biologiques, encore là, hein, si notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère avait des tendances très anxieuses à faire des crises de panique, c'est quelque chose qu'on est plus sensible peut-être à vivre.
Évidemment, le stress et l'anxiété, avant de se rendre à la crise de panique, on doit avoir vécu de façon continue un grand stress qui s'est développé plus vers de l'anxiété ou un trouble anxieux généralisé, par exemple, des phobies et tout ça. C'est sûr qu'au niveau des phobies, souvent, exemple, on a peur d'un chien, on voit un chien dans la rue, ça peut déclencher la crise de panique. Hein, l'objet phobique va déclencher la crise de panique. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est sûr qu'un traumatisme peut amener par la suite des crises de panique. Puis parfois, certains troubles de santé mentale sous-jacents, là, donc la crise de panique va faire partie un peu de ce trouble-là, entre autres le trouble d'agoraphobie là, qu'on voit avec des crises de panique. Alors, ce serait quoi les stratégies pour aider à se sortir et à diminuer et même éliminer les crises de panique de sa vie? On sait que la thérapie cognitive comportementale est vraiment bien adaptée pour ce type de problématique-là, avec l'exposition qu'ils vont utiliser, la désensibilisation et tout, apprendre à tolérer les symptômes de l'anxiété quand les symptômes de panique apparaissent. Donc, différentes façons d'apprendre à gérer pour ne plus s'y rendre. Comme je disais, l'exposition à l'objet qui cause la crise de panique, que ce soit sortir à l'extérieur, aller au centre commercial, peu importe, mais petit pas à petit pas, arriver à tolérer les sensations désagréables dans les endroits qui déclenchent la crise habituellement. Toujours l'adoption d'un mode de vie sain, hein, une bonne hygiène de vie au niveau du sommeil, l'exercice physique, des repas équilibrés, etc. Et bien sûr, si les crises de panique sont trop intenses, très fréquentes, il y en a qui en vivent même plusieurs fois par jour, donc si ça nous empêche de fonctionner au quotidien, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel, eh bien, on peut toujours prendre évidemment une médication pour nous aider, pour nous soutenir, le temps d'avoir développé des stratégies là, pour se sortir là, de ce trouble anxieux là, qui est le trouble panique.